Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, je reçois Elisa Jourde. Salut Elisa, comment tu vas? Salut Alex, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Et toi, ça va? Écoute, impeccable, merci à toi de me recevoir ici parce qu'on est chez toi à Montpellier et ça me fait plaisir aussi de découvrir une nouvelle ville, c'est assez cool, ça change un peu. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Elisa, je vis à Montpellier actuellement. Et dans la vie, j'ai fondé une boîte qui s'appelle Footprints. Donc, Footprints, c'est un jeu de mots en anglais entre food, qui veut dire alimentation, et footprints, qui veut dire empreinte. Et donc, comme son nom l'indique, Footprints accompagne la transition alimentaire et plus précisément on permet aux restaurants collectifs, donc aux cantines en fait, de calculer l'empreinte carbone de leur repas, l'impact environnemental de manière générale de chaque menu et de le communiquer de manière très claire à leurs convives. Et le but derrière tout ça, c'est de réduire l'empreinte environnementale de notre alimentation. Notre alimentation, ça reste le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre, donc voilà. Ok, considérable. Trop bien. De toute façon, on reviendra, je pense, c'est même sûr, on reviendra sur ce sujet juste après. Dans une première partie, on va aborder un peu ton parcours avant l'entrepreneuriat. Après, on se penchera évidemment sur ton parcours entrepreneurial. Et puis après, on aura ta vision un petit peu plus globale sur l'entrepreneuriat de manière générale. Est-ce que, du coup, donc, tu as fait un master en management à Sciences Po Grenoble. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi Sciences Po quand tu étais au lycée et quel job tu voulais intégrer après l'école? Oui, carrément. Alors, moi, au tout début, j'ai choisi Sciences Po parce que je voulais faire de l'humanitaire. Okay. Et donc, je voulais faire, tout début, je voulais faire soit médecin humanitaire, soit de la logistique humanitaire, tu vois. Donc, en effet, c'est un peu différent de ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte, donc j'ai intégré Sciences Po et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, là où j'aurais peut-être encore plus d'impact, en tout cas de mon point de vue à l'époque, c'était plutôt encore plus en amont, donc dans les organisations internationales, voilà, ce qui m'a fait continuer à Sciences Po. Et puis après, j'ai un peu changé d'avis et je me suis dit, non, là où j'aurais le plus d'impact, c'est dans un grand groupe à faire justement de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises, pour essayer de changer ces grands groupes-là et de faire en sorte que tout ce pouvoir économique qui sont entre leurs mains soit tourné vers des causes que j'estimais plus nobles, donc en tout cas des causes plus sociales, plus environnementales. Ok, et donc du coup tu étais déjà toi tournée RSE dès l'école. Ouais, exactement, j'étais tournée RSE dès l'école et donc c'est pour ça que j'ai fait ce master qui était plutôt un master management. Il y avait pas mal de RSE dans ce master-là aussi, c'est ça qui m'intéressait. Donc toujours à Sciences Po, j'ai eu de la chance de pouvoir continuer ce cursus-là. C'est l'avantage de Sciences Po aussi, c'est que c'est une école assez large en termes de débouchés, donc les parcours sont variés. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas les grands groupes dans lesquels je me plaisais le plus, ou en tout cas, je m'épanouissais le plus. S'il y avait une structure qui m'étouffait peut-être un peu trop. Et donc, et puis à côté, en fait, j'avais commencé pas mal de projets entrepreneuriaux. Et donc, je me suis dit, let's go. Ose, et puis on ne sait jamais, ça pourrait marcher quoi. Et pendant que tu étais du coup à l'école, tu as fait évidemment plusieurs stages. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement? Et si oui, pourquoi? Ouais, j'ai fait pas mal de stages différents. J'en ai fait un petit peu dans l'hôtellerie. Hôtellerie-restauration. Donc j'ai vu aussi les revers un peu de la médaille de la restauration et tout. Ce qui est intéressant dans la restauration, c'est que du coup c'est un levier assez important puisqu'il y a beaucoup de monde qui, tu vois, il y a beaucoup de clients au quotidien quand ton resto marche bien. Ouais. Et donc tu as un impact aussi sur à la fois par tes achats et par ce que tu sers et comment tu informes aussi les gens qui viennent. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses et j'ai vu aussi des choses dans l'agroalimentaire qui m'ont fait me dire ok, nos systèmes alimentaires ont des gros soucis et il y a peut-être un vrai truc à faire là-dedans, ou en tout cas apporter ma pierre à l'édifice là-dedans, ça m'intéresse. Donc c'est ça, on va dire, qui a planté un peu la graine du projet après qui est né. Un petit peu, ouais. Ça a été ton premier pas à l'étrier, on va dire. Ouais, tout à fait. Et du coup, à côté de l'école, en 2020, tu décides de créer un podcast intitulé La Relève, dans lequel tu reçois des créateurs et créatrices de solutions innovantes répondant aux problèmes sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire d'où sort cette idée de sujet et pourquoi le podcast? D'aller chercher loin en fait. J'ai tout remonté. Bien sûr, ouais.
Oui, alors la relève, c'est un peu l'expression comme ce que je viens de dire à l'instant du fait que j'étais intéressée par l'entrepreneuriat, par l'idée de la relève, c'était vraiment d'aller chercher, un petit peu comme ce que tu fais d'ailleurs aujourd'hui avec ce beau projet que tu as, c'est que j'allais chercher des projets, que ce soit associatifs, entrepreneuriaux, même portés au sein, d'intrapreneuriat, portés au sein de grosses boîtes par exemple, des projets à impact, donc social ou environnemental. Et l'idée, c'était quand même porté plutôt par des jeunes. Donc le mot jeune, je l'entendais quand même de manière assez large. Et le podcast, c'était à la fois moi pour rencontrer du monde aussi dans ce milieu-là, et pour mettre en avant ces initiatives qui, à mon sens, méritaient d'être mises sous les projecteurs, quoi. Ok. Et donc sur ce podcast, moi j'ai trouvé 4 épisodes. Ouais. Je les ai écoutés. Ils étaient très, très cool. Et du coup, je me suis demandé pourquoi ne pas en avoir fait plus. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était un objectif? C'était cet objectif-là d'en faire 4? Ou est-ce qu'il y a eu des complications? Alors la première saison, c'était 4 épisodes, 4-5 épisodes. Donc c'était un choix. Et puis après, après déjà, il y a eu toute la période Covid. C'était plus compliqué à distance. Okay. C'était moins intéressant aussi les enregistrements. Puis après, ça a changé de nom. J'ai eu ça aussi important, déposer le nom quand on fait un projet. Ah, parce que je t'ai fait voler le nom. Je me suis pas fait voler parce qu'il n'était pas déposé, mais en effet, après, il y a quelqu'un d'autre qui a repris un podcast avec le même nom. Et c'est un podcast qui est connu en plus maintenant. Et c'est un podcast maintenant qui est connu. Parce que moi, quand j'ai cherché sur la relève, j'ai trouvé un podcast. J'ai trouvé sur le sien. Qui est super aussi, et qui est dans la même veine, tu vois. Mais du coup, c'était plus compliqué de continuer avec ce nom. Et donc après, ça a changé et maintenant c'est devenu Idéo. Et là, j'avais fait une pause parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais après j'ai eu plein d'autres projets à côté aussi, et donc j'ai pas continué. Mais c'est un peu un regret en fait parce que c'est toujours chouette de rencontrer du monde via le podcast. Après, ça prend aussi beaucoup de temps et il faut le dire parce que je pense que tu le sais que créer du contenu ça prend du temps. Ça c'est sûr. Mais voilà, c'est quand même ressourçant. Ouais, ça permet de changer d'air et de rencontrer des gens. C'est toujours sympa. Ouais. L'année d'après, du coup, en 2021, tu lances en septembre Footprint et en novembre MyLoop. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces 2 projets? Alors, tu as expliqué Footprint. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer MyLoop? Oui. Alors, donc, c'était en 2021, mais c'était le lancement non officiel. Les vraies structures, elles ont été créées un petit peu plus tard, okay. en 2022, début 2022. MyLoop, c'était c'est d'ailleurs, parce que ça existe toujours, une boîte qui proposait... Alors, l'idée initiale, c'était de valoriser les commerces des centres-villes qui étaient un peu laissés à l'abandon, et notamment de les valoriser auprès de la communauté étudiante dans les villes qui étaient très étudiantes. Par le biais... Alors maintenant, ça se fait de plus en plus. Il y a des cartes... je sais que... Code promo. Ouais, voilà. Et donc, nous, on le faisait par des cadeaux et des cashbacks, il y a pas mal de trucs comme ça. Alors, on faisait pas de cashback, mais ouais, maintenant, il y en a plein qui font avec des cashbacks. Voilà. L'idée, c'est de valoriser le fait de venir dans ce commerce, mais que ce soit pas non plus une perte pour le commerçant. Il faut toujours qu'il s'y retrouve, parce que dans tous les cas, sinon, déjà, on le fidélise pas, il va pas re-signer avec nous l'année d'après. Et puis, l'idée, c'est vraiment de les aider aussi. Donc, à la fois d'aider le porte-monnaie des étudiants, qui est pareil, parfois, voilà. Mais de faire en sorte d'orienter ce porte-monnaie-là vers des commerces qui sont locaux, vers l'économie locale. Et donc c'est un projet qu'on avait commencé à Paris. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que ça marchait un peu, mais Paris c'est tellement grand. Et pareil, les campus étudiants, nous, on fonctionnait beaucoup avec les BDE et tout ça. Et les campus étudiants étaient tellement étalés que, au final, c'était compliqué de communiquer entre eux. Ils n'allaient pas forcément dans les commerces partenaires parce que ça marche beaucoup par arrondissement. Ils n'allaient pas traverser Paris, ce qui est compréhensible voilà. Et au final, on s'est rendu compte que c'était mieux de commencer dans une ville un peu plus petite, mais quand même très étudiante. Et donc, on a choisi Rennes. Donc, on s'est développé à Rennes ensuite. Et ça a beaucoup mieux pris à Rennes. Après, il y a eu une antenne à Caen. Et puis moi, je suis partie dans ces moments-là. On avait déjà des clients, etc. Mais je suis partie parce que j'avais commencé Footprint un petit peu après. Parce qu'à la base, je m'étais dit, c'est sûr, je vais pouvoir faire 2 projets en même temps. Mais alors, du coup, j'allais te demander pourquoi, du coup, lancer 2 projets en même temps? Alors, non, en fait, je ne sais pas lancer tout à fait en même temps. Mais en gros, oui, alors si, bien sûr, ça suffit. Il ne faut pas lancer 2 projets en même temps. Mais qui ne fait pas d'erreur, qui ne fait rien ne fait pas d'erreur. Et donc, avec le recul, je n'aurais pas lancé 2 projets en même temps, parce que je pense que pour faire bien les choses, il faut quand même lancer un projet à la fois.
Mais sur le coup, je m'étais dit, j'avais des associés à l'époque, je m'étais dit, bon, c'est bon, je peux gérer les deux. Mon rôle, j'avais fait en sorte que mon rôle puisse se faire à distance. Enfin, voilà. Et en plus, à l'époque, j'étais en études encore, tu vois, j'étais en M1 même. Donc en vrai, je pense que je me suis un peu surestimée en termes de capacité de travail. Tu n'avais pas bien évalué le travail que ça représentait. Ouais, exactement. Et donc c'est pour ça que je suis partie finalement assez vite. En 6 mois, je suis partie au bout de 6 mois. Et j'ai rejoint Footprint tu vois, à temps plein, c'était mon seul projet. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup plus efficace à partir de ce moment-là. J'imagine. Et pourquoi entreprendre pendant que tu es encore à l'école ? On le disait un peu tout à l'heure, mais en effet, tu n'as rien à perdre au début parce que je pense que c'est beaucoup plus dur d'entreprendre quand tu dois sortir d'un CDI, par exemple, même si tu as le chômage, ou même quand tu as commencé un peu à travailler, etc. Et après, si tu as un crédit sur le dos ou une famille, etc. Carrément. Donc il y a vraiment ce truc-là de j'ai rien à perdre, j'y vais, et au mieux, ça marche, quoi. Il y a ça, et après en France, on a quand même la chance d'être pas mal aidé quand tu es étudiant. Il y a le réseau des pépites qui aide énormément, qui te permet d'avoir des bureaux par exemple. Il y a le statut national d'étudiant entrepreneur qui te permet d'aménager ton cursus en fonction de ton projet. Et c'est quand même assez valorisé, mine de rien, même si je pense qu'on pourrait faire encore mieux et encore plus. Notamment, tu vois, dans des écoles comme Sciences Po, il y a très peu d'entrepreneuriat. Alors qu'au final, je pense que c'est des profils qui sont aussi, qui pourraient être intéressés par l'entrepreneuriat. Ouais, et puis au final, on se rend compte aussi que quand on est étudiant, entrepreneur, on a pas mal d'atouts et de cartes à jouer autour de nous. Tu le dis justement avec les pépites, avec le statut étudiant-entrepreneur. Et c'est des armes qui peuvent aider grandement au début du projet. Oui, c'est ça. Puis tu as beaucoup de soutien, de réseau, tu as quelques concours, tu vois, des bourses, des trucs comme ça. Qui permettent de développer un petit peu l'activité. Donc tu continues après ça ton bout de chemin et début 2022, tu deviens associé Team for the Planet et tu as toujours tes 2 boîtes. Donc là, il va falloir m'expliquer comment tu gères un peu tout ça. Team for the Planet et Entreprendre pour la planète, ça reste des réseaux. Donc moi, je ne suis pas très active dans ces réseaux-là. Enfin, tu vois, j'entretiens pas. C'est pas moi qui anime ces réseaux-là. Donc en fait, ça te prend. C'est surtout des événements auxquels tu participes, des mises en relation, etc. Donc en fait, tu es rentré dans les réseaux. En termes de temps, voilà. C'est pas un travail. Dans les réseaux, ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'à partir de fin 2022, du coup, je suis rentrée dans d'autres. J'ai eu d'autres accompagnements. Donc, on était accompagnés par le réseau Pépite et nous, on a créé à Grenoble, donc c'était le Pépite Osé, qui est un super pépite, franchement, qui déploie beaucoup de moyens pour ses étudiants. Mais parallèlement à ça, en effet, on a été incubé à Lyon pendant 6 mois dans un incubateur qui s'appelle H7 et qui fait justement des programmes spécifiques. Donc nous, c'était le programme Innover pour une alimentation durable. Donc on rentrait quand même dans le thème. Et on a été incubé 6 mois à Lyon. Et puis en parallèle, on a aussi fait partie de la promo Live for Good. Donc ça c'était en tout début 2023, janvier 2023. Et Live for Good, pareil, c'est un réseau aussi, mais là il y a vraiment c'est des campus en fait en présentiel. Et donc c'est pareil, tu rencontres vraiment, et là c'est aussi un investissement en temps, mais c'est super. Tu rencontres plein de gens et c'est super intéressant comme. Et donc à ce moment-là, c'est le moment où tu as changé de master. Enfin, tu as fait un deuxième master en entrepreneuriat et gestion de projet à l'IAE. Pourquoi avoir fait ce deuxième master et pourquoi t'être lancé dans cette branche, pourquoi avoir fait un master entrepreneuriat alors qu'en vrai tu peux entreprendre, tu avais déjà un master Oui, pour le coup c'était pour des raisons vraiment pratico-pratiques parce que Footprint, on commençait à avoir des clients, de l'intérêt, etc. Et je voulais pas faire une pause, tu vois, et me dire ok je reprends dans 2 ans parce qu'en fait le truc s'essouffle et après voilà. En gros j'ai fait un double master avec Sciences Po, mais du coup j'ai fait ce master 2 d'entrepreneuriat où je pouvais avoir un aménagement pour travailler. En gros mon alternance je la faisais dans ma boîte. Trop bien. Ouais, génial. Et donc du coup j'ai eu de la chance, ils m'ont accepté un peu sur le tard et tout, mais on s'est bien débrouillé au final. Et donc j'ai pu avoir les 2 diplômes, in fine. Le diplôme de Sciences Po, parce que j'avais quand même fait déjà 5 ans, puis après c'est sur la base de travaux écrits, puis des oraux, etc. que tu passes pour pouvoir quand même valider ta dernière année. Et un master d'entrepreneuriat de l'IAE de Grenoble, du coup. Donc j'ai fait un double diplôme la dernière année. Ok, et donc à ce moment-là, c'est là où tu étais incubé à la French Tech Tremplin. Ouais, et en parallèle, on a été incubé à la French Tech Tremplin. Donc French Tech
Tremplin, c'est un dispositif de la French Tech pour aider les porteurs de projets qui, initialement, c'est un projet plutôt social, donc c'est sur critères sociaux, donc c'est soit RSA, soit il faut habiter dans un quartier prioritaire de la ville, par exemple. Et donc, tu as toute une partie prépa et après, tu as une partie incubation où là, tu es dans un incubateur et tu as le droit à une bourse, la bourse French Tech Tremplin, du coup. Et donc, en effet, on a intégré la French Tech à peu près au même moment, ouais. Du coup, les dates, c'est vrai, maintenant se confondent, mais ouais, au même moment. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on était chez Leaf4Good, à la French Tech, un petit peu, on finissait notre KH7, on était encore aux pépites, donc, et je finissais mes études, donc ça faisait beaucoup. mais du coup, j'imagine qu'ils ne vous accompagnaient pas pour sur les mêmes thématiques. Pourquoi être dans autant de dispositifs différents et est-ce qu'un seul ne suffisait pas? Alors, oui et non. Si, je pense que moi, je n'encourage pas forcément à multiplier les accompagnements, c'est pas l'idée. Là, ça s'est goupillé un peu comme ça. En fait, ils se suivaient un petit peu, enfin, ça s'est goupillé un peu comme ça parce que, en termes chronologiques, c'était ce moment-là. Chaque réseau nous a quand même apporté des choses différentes. Donc, a posteriori, je ne regrette pas d'avoir, mine de rien, un peu multiplié les accompagnements. Mais clairement, tu peux très bien faire juste avec la French Tech ou juste avec le réseau Pépite, par exemple. Après, l'avantage, par exemple, c'est que le réseau Pépite, c'est souvent des projets qu'on appelle en idéation. Donc, c'est souvent des idées qui ne sont pas forcément déjà implémentées. C'est un peu la première step. C'est un peu la première étape du truc. Et donc, c'est vrai que le fait d'être dans d'autres réseaux avec d'autres boîtes peut-être un peu plus avancées, ça nous a apporté d'autres choses aussi. Donc ouais, non, je regrette pas forcément, mais c'est vrai que si tu veux faire c'est toujours pareil, hein, c'est un peu la leçon que j'ai retenue de mes premières années d'entrepreneuriat, c'est que à trop se disperser, tu avances beaucoup moins vite au final. Ouais, parce qu'au final, tu avais eu 2 boîtes en même temps, puis après, tu as été accompagné par plein de réseaux différents. Oui, ouais. C'est vrai que si tu t'es dispersé, mais bon, au final, ça t'a aussi peut-être fait, après coup, gagner du temps, parce que du coup, tu sais maintenant comment travailler, tu as pris les bons côtés de chaque organisme, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis mine de rien, tu vois, ça m'a fait rencontrer tellement de monde que je sais pas trop aujourd'hui dissocier. Je peux pas. C'est pour ça que je pense que c'était pas une si mauvaise idée même maintenant, parce que aujourd'hui, ça nous a aussi tellement apporté que je me dis que si on l'avait pas fait, on serait peut-être pas là non plus. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut pas trop se disperser, mais par contre, je regrette pas aujourd'hui d'avoir eu autant d'accompagnement et d'avoir intégré autant de réseaux aussi. Carrément. Et donc après, là, tu as fini ton master entrepreneuriat du coup en juin 2023. Et depuis, tu es à 100% sur Footprint. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en vis et combien vous êtes dans l'entreprise? Alors aujourd'hui, on a encore une petite équipe, on est 3. Okay. C'est volontaire aussi parce que mine de rien, qui dit une plus grande équipe dit un plus gros besoin de management, dit plus de frais aussi, il faut le dire. Mais au-delà de ça, c'est aussi que pour l'instant on arrive, c'est un SaaS, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une solution qui nous permet, on n'est pas obligé d'être 10 000 dessus pour l'instant. Et on arrive, alors je me suis versé une première rémunération là en décembre. Mais pour l'instant, j'arrive pas à en vivre totalement comme ce que je pourrais vivre aujourd'hui dans CDI ou autre. Donc c'est vrai qu'il y a toute une période quand tu lances un projet où il faut être capable d'être résilient là-dessus et soit avoir des économies, soit pouvoir bénéficier du chômage ou du RSA ou autre. Mais ça, c'est quelque chose on n'en parle pas assez, je pense, tu vois, quand on parle d'entrepreneuriat. On voit tout le côté rose, on va dire, le bon côté. C'est ça, exactement. Et il y a la face cachée où c'est quand même des galères, et surtout financières. Ouais. Et où là, ça représente un vrai enjeu. Exactement. Et puis 90%, enfin tu vois, je crois que les stats, même, alors moi j'ai beaucoup, parce que je suis dans des réseaux aussi de femmes entrepreneurs et tout ça, donc il y a beaucoup de stats sur les femmes, etc. Mais les dirigeants et les dirigeantes en particulier, la plupart, ils sont, genre, je crois, 90% à pas se payer au SMIC, tu vois. Donc on voit les 10%, la face immergée de l'iceberg, mais... Et puis il n'y a pas beaucoup de boîtes aussi qui survivent 3 ans, enfin en soi pour le coup, qui passent le cap des 3 ans, qui est le cap un peu révélateur de si l'entreprise elle est assez structurée ou pas. Tout à fait, ouais. Et si elle crée de la valeur pour des clients et si elle répond à un vrai besoin pour des clients. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'une boîte lève beaucoup de fonds qu'elle crée vraiment de la valeur en interne et qu'elle va durer dans le temps. Évidemment. Du coup, tu le disais, toi, c'est un modèle SaaS. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Et du coup, expliquer un petit peu le fonctionnement un peu plus précisément de Footprint. Ouais. Est-ce que vous apportez du coup au restaurant? Oui, carrément. Donc SaaS, ça veut dire Software
as a service. Donc c'est juste une application web. Donc ça a l'avantage de ne pas être un logiciel où tu as besoin de l'intégrer sur tes outils. Tu as juste besoin d'avoir Internet. Et nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui permet directement d'importer les recettes du restaurant, ou de la cantine en l'occurrence. Et ensuite, on analyse automatiquement toutes les recettes. Et d'un point de vue, alors on peut faire d'un point de vue environnemental, mais aussi nutritionnel. Donc on peut sortir un Nutri-Score par exemple. Le Nutri-Score, je le dis parce que c'est assez connu, on le voit de plus en plus dans les supermarchés, c'est les lettres de A à E du coup, enfin même un peu plus. Mais voilà, de vert au rouge et l'idée, c'est d'informer le consommateur facilement. Et donc, nous, on sort aussi un éco-score. Donc là, c'est plutôt un score environnemental. On n'est plus sur la nutrition, on est sur l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, parfois, ça se recoupe. La plupart du temps, ça se recoupe, le Nutri-Score et l'éco-score. Et après, on sort aussi un score, une empreinte carbone du produit. Et là, on l'a sorti aussi d'informations. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si je te dis... ta côte de bœuf, elle fait 3 kilos, tu vois, dans ton assiette, elle fait 3 kilos d'équivalent CO2. Tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous, on essaie de mettre des équivalents pour que les gens comprennent. Et surtout, on fait un affichage. On crée un affichage donc, qui te permet, tu vois, qu'on affiche à l'entrée du resto et qui permet de comparer l'ensemble des plats qui sont proposés le jour même selon leur empreinte carbone, par exemple. Et donc, ça permet de voir les ordres de grandeur, en fait, entre deux plats. Et donc, c'est un nudge en fait pour orienter les clients vers des choix d'assiettes un peu plus éco-responsables. Et ça permet surtout de donner cette information-là. Donc, en fait, on donne à la fois l'information aux consommateurs, on permet aux restaurants d'être plus transparents. Et on a un autre impact aussi qui est primordial pour nous, c'est d'avoir un impact sur les achats et donc de donner l'information au restaurateur, de lui dire, voilà, cette recette-là, tiens, regarde, il y a cette alternative qui existe. En plus, regarde, ça ferait vraiment chuter beaucoup l'impact environnemental de la recette. Essaie de voir si tu peux aller du côté des achats, trouver des producteurs plus locaux ou juste changer cette recette-là. Et donc notre solution, elle sert à tout ça. Et elle sert à avoir un suivi sur le temps long aussi pour motiver, mine de rien, les troupes et dire, voilà, regardez, sur les 6 derniers mois, vous avez fait tant d'évolutions. Et d'ailleurs, les gens, suite à l'information, ils prennent tant de pourcentage de plus de plats végétariens, par exemple. Donc, continuez sur votre lancée. Voilà. L'idée, c'est vraiment de mettre notre pierre à l'édifice pour mettre en marche toute cette machine pour une alimentation plus durable globalement. Et quels sont les objectifs et les ambitions du coup pour Footprint à l'avenir? Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'outiller un maximum de restaurants. Sur la restauration collective, donc restaurants d'entreprise, restaurants administratifs aussi, beaucoup restaurants universitaires, parce que c'est aussi avec eux qu'on a commencé, restaurants d'école supérieure. Mais d'ailleurs, pourquoi du coup justement cibler la restauration collective et pas la restauration classique, on va dire? Ouais. Alors, à terme, l'idée c'est aussi de cibler la restauration dite commerciale ou même les chaînes de restauration commerciale par exemple. La principale raison, enfin il y en a plusieurs, mais la raison principale au début sur la restauration collective, c'était d'abord que c'est une restauration qui a quand même qui est un petit peu plus en avance sur ces questions, au global je veux dire, parce qu'il y a un cadre réglementaire qui le veut. Alors il y a des lois, la loi Egalim, même la loi climat et résilience s'applique beaucoup à la restauration collective, où on va essayer d'aller chercher des produits un peu plus bio, un peu plus local. Là, le débat a été remis sur le tapis avec la crise des agriculteurs qu'on a vue récemment. Donc voilà, il y a quand même, c'est un secteur qui est déjà un peu prêt à ça. Et en tout cas qui est en demande de ça. C'est important quand tu réponds à un problème, que le problème soit réellement là et identifié. Mais à terme, l'idée c'est aussi de se développer dans les hôtels par exemple, dans la restauration commerciale, même dans la restauration de transport par exemple, tu vois, tout ce qui est train typiquement ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai qu'après tu peux développer, en soi la restauration et le fait de nourrir les gens, ça touche tous les secteurs et c'est hyper large, donc après tu peux cibler pas mal de domaines. Et puis c'est l'avantage de l'alimentation aussi, c'est que c'est à la croisée de plein, enfin tu vois, c'est de la santé avant tout, c'est aussi du social, c'est de l'économique, c'est parce que relocaliser les filières, parce que, enfin voilà, on l'a vu encore une fois avec la crise des agriculteurs, c'est vraiment, quand tu touches à l'alimentation, tu peux avoir un impact positif, donc un cercle vertueux ou un cercle vicieux, un impact négatif sur toute la chaîne, quoi. Donc, Carrément. Et est-ce que tu peux me donner du coup les plus belles victoires que tu as eues
depuis que tu as commencé à entreprendre et aussi les plus grosses difficultés que tu as surmontées. Carrément. Parce que du coup, on peut dire que tu les as surmontées. Ou pas avec ton ancienne boîte où tu es parti, si jamais tu as eu des difficultés. Oui, bah, c'est vrai qu'il y en a plein. Enfin, il y a autant de victoires presque de. Ça dépend comment tu regardes le verre. Mais faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ouais, c'est clair, sinon tu vas jamais très loin. C'est ça. Mais sur les grandes victoires, bon, bah, déjà les premiers clients, les gens qui te font confiance et puis ça valide aussi le besoin et tout ça. Donc ça, c'est le travail que tu as fourni. Et tout le travail fourni, ouais, c'est clair. Donc c'est quand même des grosses victoires. Et en plus, souvent, tu peux co-développer la solution avec eux. Donc c'est toujours hyper enrichissant. Et ça, c'est quand même des petites victoires du quotidien parce que petit pas après petit pas, tu vois que ça avance vers ta vision et ton objectif. Bah, c'est pour ça que tu fais ça, quoi, en fait. Ça suit le chemin que toi, tu t'imagines. Ouais, c'est ça. Et puis la victoire, c'est aussi de pouvoir se dire, bon, bah, j'ai quand même créé un truc qui me ressemble pour aller vers un but que j'ai défini et qui est en accord avec mes valeurs. Et ça, mine de rien, je pense que pour avoir travaillé, même si très peu, mais pour avoir travaillé quand même avant dans d'autres boîtes, c'est quand même, ça n'a pas de prix, quoi. Et après, il y a eu d'autres victoires aussi sur, par exemple, les relations presse. Nous, on n'a jamais... Je sais que ça se fait d'acheter, par exemple, des relations presse. Enfin, voilà, il y en a qui font... Ouais, et il y en a qui, même à différents coûts. Parfois, ça peut être assez cher. Et nous, on a eu la chance, on n'a jamais acheté C'est-à-dire qu'ils achètent, en fait, pour faire un article. Ouais, c'est ça. Donc, tu achètes soit un passage télé, ou tu achètes... Je savais même pas que ça se faisait. Ouais. Et nous, on a eu de la chance d'avoir beaucoup de relations presse, que ce soit radio, tu vois, on a eu France Info, on a eu un passage sur France 3, enfin, on a eu des choses assez intéressantes et gratuits forcément, puisque dès lors que tu as un sujet qui intéresse les journalistes, c'est eux qui viennent te chercher et en plus. Et que tu as un business qui sort un peu des business habituels, on va dire. Ouais, de l'ordinaire, ouais, exactement. Et du coup, on a de la chance parce que ça a bien marché aussi, ce côté relation presse. Ça aide à fond. Après, ça rejoint peut-être aussi le fait que vous avez été dans plusieurs réseaux. Et je pense que les journaux, etc., ils vont pas mal, les journalistes vont pas mal chercher dans les réseaux, peut-être les nouvelles boîtes, les nouvelles startups qui naissent, etc. Et même, on a quand même bénéficié, tu vois, je dis qu'on n'a pas fait de RP, mais on a quand même, donc RP ça veut dire relation presse, mais on a quand même bénéficié j'ai fait donc ce master entrepreneuriat à l'IAE de Grenoble, qui faisait partie d'un réseau des INP, en gros, et il y avait une responsable relation presse de ce réseau-là, et elle nous a donné pas mal de contacts. Enfin, tu vois, grâce à elle, quand même, elle nous a fait pas mal. Elle nous a introduit à pas mal de gens. Et donc, je pense quand même. C'est aussi grâce comme tu dis, aux réseaux dans lesquels tu es que tu peux bénéficier de tout ça, clairement. Ok. Et du coup, quand même, quelques difficultés. Et bien sûr, quelques difficultés. S'il y en a eu. Peut-être pas. Si, mais bien sûr qu'il y en a eu. Je pense que tout entrepreneur connaît des difficultés. Ouais, alors déjà, il y a toute la partie association. Enfin, moi, ça s'est plutôt bien passé avec mes différents associés. Mais c'est vrai que parfois, on a eu des divergences soit de valeurs, soit de vision, ou parfois, par exemple, mon deuxième donc la personne avec qui j'ai monté Footprint, on est super amis. Enfin, tu vois, on s'est toujours super bien entendu. On est encore super amis maintenant. Mais du coup, il s'est rendu compte que finalement, l'entrepreneuriat, c'était peut-être pas trop son truc au début de la boîte. Et donc, il est parti assez rapidement. Mais c'est vrai que quand tu as projeté une vision à deux et que tu comptes aussi sur certaines qualités de l'autre, etc., faut revoir un peu, faut pivoter ton truc et faire une offre qui te correspond peut-être plus à toi et à tes compétences. Et ça, au début, je me suis dit, ok, je continue toute seule. Ça, j'ai pas eu trop de moments de doute. Mais par contre, j'ai un peu douillé après parce sur les prochains mois. Parce qu'au final, la proposition de valeur, elle n'est pas forcément la même quand vous êtes deux, quand tu es seul. Il faut revoir pour que tu peux pas t'appuyer sur les mêmes compétences, exactement. C'est sûr. Et donc aujourd'hui, on peut dire que du coup, tu es vraiment passé à l'action parce que tu as fait plein de choses, enfin, tu es passé à l'action de plein de manières différentes. Est-ce que tu as des clés pour les jeunes qui souhaitent aussi entreprendre, mais qui n'ont pas l'élément déclencheur et qui n'arrivent pas à passer le pas de se lancer, mais que ce soit pas forcément pour créer une boîte, de manière générale, pas le passage à l'action, quoi. Oui. Alors déjà, je pense qu'il faut... Il y a un truc important, c'est que c'est mieux de ne pas créer... D'ailleurs, Footprint, au début, c'était une association. Et tu vois, on est passé en société qu'au moment où on a eu notre premier client. Enfin, même, on a signé notre premier contrat sous le compte de la société en cours de formation. Parce que, en fait, dès que tu crées une société... Alors, quand tu es à ton compte en auto-entrepreneur, c'est un peu différent, mais quand tu crées une société, tu as des charges dès le début. Et donc, mine de rien,
Si tu n'as pas de clients et que voilà, ben, c'est mieux de. C'est des frais quoi. Ouais. Donc en fait, le vrai truc, c'est d'aimer ce que tu fais déjà quand même, parce que sinon tu iras pas, enfin ça va pas durer longtemps, ou en tout cas tu vas en chier. Et d'aimer ce que tu fais, et puis surtout de répondre à un vrai besoin. Quitte à, enfin tu vois, c'est vraiment, ça fait très cliché ce que je veux dire, mais tomber amoureux du problème ou le tomber amoureux de la solution, c'est vraiment ça, c'est que quitte à, de toute façon, tu vas sûrement pivoter 2, 3, 4, enfin quand je dis tu, c'est Oui, bien sûr. c'est au global, mais voilà, tu vas sûrement pivoter 2, 3, 4, 5 fois, et c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment juste de pouvoir, d'être au plus proche, de donner la solution la plus pertinente pour un vrai problème. Parce qu'après, il y a aussi le truc où tu peux identifier un vrai problème et proposer une solution hyper farfelue qui ne va pas répondre forcément bien à la cible. Donc c'est vraiment identifier ce truc-là et après tester auprès même quitte à co-construire avec... et par exemple, les grands groupes sont très friands de partenariats avec des startups ou des pré-startups parce qu'elles sont beaucoup plus flexibles. Donc quitte à co-construire une solution... Elles peuvent rebondir dans tous les sens rapidement. Ouais, exactement. Et puis en plus, derrière, ils peuvent les racheter. Donc ça intéresse aussi. Puis aussi d'avoir une vision... Enfin, ça, c'est... Je pense qu'au tout début... c'est pas si grave si t'as pas une vision hyper précise, etc. Mais à terme, avoir une vision, c'est important, notamment quand tu... Enfin, après, il y a différents types d'entrepreneuriat, donc je veux pas généraliser non plus. Mais quand tu veux créer une boîte et la faire grossir, etc., la développer, c'est important parce que les deux ressources dont tu auras besoin, c'est du capital, mine de rien, peu importe où tu vas le trouver, que ce soit des subventions, des prêts bancaires, des fonds, des prêts bancaires. Le mieux, c'est quand même les clients, hein, mais voilà, du capital et des talents. Et en fait, ces deux ressources, elles ont en commun d'être attirées par l'ambition, mine de rien. Surtout les fonds, ceux qui lèvent des fonds, par exemple. Enfin, moi, j'ai vu des boîtes lever plein de sous, enfin vraiment lever beaucoup de thunes avec des projets d'ailleurs qui étaient au stade d'idées, mais des projets hyper ambitieux qui étadonc très peu réalistes, mais du coup qui ont levé des fonds et parfois ça fout un peu les boules. Ça attire l'attention des investisseurs, des talents, comme tu l'as dit. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil, les meilleurs talents, ou les talents les meilleurs techniquement, j'entends, la plupart du temps, ils sont quand même attirés par des projets où ils peuvent se projeter en fait. Donc des projets qui ont quand même une vision. Ça, c'est une très bonne leçon parce que des fois, quand on entreprend, je généralise pas, hein, mais moi, ça m'est déjà passé par la tête de me dire faut pas voir trop grand parce qu'il faut pas que je me casse la gueule, donc plutôt ça, etc. Mais c'est vrai que quand on a une grosse ambition, on attire beaucoup plus de monde parce que même les clients finalement. Si tu as une grosse ambition, les clients ils vont se dire ok, bon, lui il veut grandir, il veut être gros, donc je vais aller avec lui parce qu'il ne veut pas s'arrêter juste à moi, quoi. C'est ça, exactement. Et donc c'est tout le rôle aussi du porteur de projet et de l'entrepreneur. L'entrepreneuse. Parce que c'est lui le moteur du projet. Exactement, et de porter cette vision et de la communiquer aussi. Et parfois, c'est pas si facile, et surtout quand on pivote, nous-mêmes, il faut qu'on retravaille aussi la manière dont on présente les choses, parce que parfois, c'est très clair dans ta tête où tu veux aller, et c'est beaucoup moins clair pour la personne en face qui a jamais entendu parler de ton projet. Et du coup, ça va peut-être répondre à ma question d'après. Est-ce que tu as une leçon que tu retiens d'avoir entrepris jeune et pendant tes études, qu'elle soit positive ou négative, hein? Ouais, tu peux faire, tu peux faire toutes les conneries que tu veux, non. Mais globalement, quand même, en fait, c'est moins grave. C'est un peu comme quand un enfant qui tombe quand il est encore jeune, tu vois, il se fait moins mal que si, voilà. Tant que tu es au début et que tu as encore plein de ressources autour de toi, tu as quand même un réseau qui est là pour t'aider, mobiliser et tout, je pense que c'est une vraie facilité, mine de rien. Enfin, on ne se rend pas compte quand on est dedans, mais avec le recul, je pense que tu es vraiment plongé dans un écosystème entrepreneurial. Après, il faut aussi, c'est comme tout, hein, il faut mettre du sien et aller vers les gens. Enfin, il y a aussi plein de gens avec qui j'ai commencé, qui étaient au Pépite, par exemple, et qui ils étaient très renfermés sur eux-mêmes et finalement peut-être que c'était pas aussi ça qu'ils voulaient faire, mais en tout cas leur projet a pas forcément décollé parce qu'ils sont pas trop ouverts aux autres et à tout l'écosystème qui pouvait. Ouais, parce que les opportunités, il peut y en avoir, mais il faut les provoquer. Ouais, c'est ça. La chance, ça se provoque. Non, mais pour le coup, c'est vraiment vrai. Ouais. Si on est introverti, qu'on s'ouvre pas aux autres, qu'on cherche pas ailleurs, les gens ils vont pas venir vers toi, te tirer et te dire j'ai de l'argent, j'ai des clients, j'ai des trucs. Enfin, il faut. Je t'attendais. Non mais c'est vraiment ça. Il faut vraiment les créer, quoi. Totalement. Et la chance, ça se provoque. Et après, et surtout parfois, tu sais pas vraiment ce qui peut se passer et ça peut aller super vite et tu sais pas qui tu peux rencontrer et il y a des gens. Et puis
les gens sont quand même globalement bienveillants. Hein. Enfin, moi, je suis peut-être trop idéaliste, mais je trouve quand même qu'on parle beaucoup de ce qui va mal. Il y a énormément de gens qui sont bienveillants et après, il faut aussi comprendre l'autre, l'écouter et comprendre ses motivations derrière aussi. Et je pense qu'il y a des gens, si tu arrives à trouver un accord commun et des motivations, la plupart des gens sont prêts à t'aider, quoi. Mais en plus, je suis totalement d'accord parce que moi je le vis avec mon projet. Alors moi je demande pas d'argent et vice versa, je cherche pas des clients quoi, mais du coup les gens que j'interviewe, dont toi, enfin je veux dire, on se connaît pas. Moi j'arrive, je demande si c'est possible, etc. Et il n'y a que de la bienveillance. Alors je me suis pris des noms évidemment, mais globalement à chaque fois, voilà, on a mangé ensemble. Tu vois, quand je passe des moments avec les gens que j'interviewe, et c'est trop bien et je cherche rien derrière. Mais du coup ça crée des rencontres et c'est vraiment, il y a vraiment de la bienveillance autour. Ça c'est vraiment trop cool. Clairement, ouais. Surtout dans les projets, enfin moi je l'ai vu encore plus dans les projets qui avaient une volonté d'impact social ou environnemental. Tu sens qu'il y a aussi ces valeurs-là qui les portent. Oui, parce que ça vient du cœur. Ouais, c'est ça. Pour finir cette petite interview, j'ai 3 petites questions que je pose à tout le monde sur l'entrepreneuriat un peu plus de manière générale et ta vision. Est-ce que déjà tu penses que l'entrepreneuriat est ouvert à tous? Alors, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui potentiellement est ouvert à tous, mais avec des énormes guillemets. Parce que dans les faits, déjà, on voit bien que, mine de rien, malgré par exemple la volonté en France de la French Tech Tremplin, qui est clairement ça, tu vois. Mais bon, moi je suis un produit French Tech Tremplin, et quand tu regardes, alors je suis une femme certes, mais tu vois, je suis pas issue d'une minorité ethnique par exemple, ou quand tu regardes mon profil, c'est pas non plus, tu vois. C'est pas. Et quand tu regardes le profil des entrepreneurs de manière générale, tu vois très bien qu'il y a quand même encore des profils similaires et surtout, et c'est pareil d'ailleurs si tu prends juste l'entrepreneuriat féminin, mais alors ça se voit beaucoup dans les levées de fonds typiquement, mais plus on parle de lever plus de fonds ou dans la tech par exemple, les boîtes plus tu veux grossir, qui sont de plus en plus grosses, la plupart du temps là on restreint la diversité, tu vois, dans les profils des fondateurs. Et ça se voit beaucoup chez les femmes, mais ça se voit aussi dans tous les autres types de diversité. Et donc, je pense que c'est ouvert à tous, mais je pense qu'on n'a pas, c'est comme tout, on n'a pas exactement tous les mêmes chances. On ne part pas sur la même ligne de départ. On ne part pas sur la même ligne de départ, ouais. Mais encore une fois, les gens, moi j'ai vu des gens qui franchement étaient super mal partis sur plein de points. Mais en fait, ils sont tellement battus. Enfin, tu vois, quelqu'un qui a envie et qui croit à fond à son projet et qui a un projet qui répond vraiment à un besoin et tout. En vrai, en France, tu as quand même plein de moyens de le faire exploser. Ça, oui, clairement. Faut le dire aussi. Mais je crois pas que c'est qu'on est tous égaux ou égales dans l'accès à l'entrepreneuriat. Ça, je suis d'accord avec toi. Selon toi, est-ce qu'il y a un âge parfait pour entreprendre? Est-ce que c'est mieux d'entreprendre pendant tes études comme tu as fait? Est-ce que c'est mieux, tu penses, directement à la sortie des études ou après avoir travaillé en CDI notamment pour avoir un peu d'expérience et avoir plus de recul sur la situation? Je pense que je vais te faire une réponse de Normand un peu, dans le sens où je pense qu'à tous les âges, tu as des avantages et des inconvénients à entreprendre. Moi, c'est très important de le souligner. Parce qu'il y en a qui ont des avis très tranchés. Moi, c'est vrai que je me situe un peu au milieu de tout. Où je suis d'accord qu'il y a des avantages et des inconvénients de partout. Et il faut voir ce qui anime le plus. C'est ça. Et en vrai, entreprendre jeune, je trouve quand même que c'est une très bonne idée parce que, au pire, tu as quand même pas mal de temps devant toi pour te retourner et c'est pas si grave de se tromper dans la vie d'ailleurs on se trompe pas, c'est juste qu'on prend des chemins un peu oui, tu peux revenir en arrière, c'est pas... Et tu peux revenir en arrière ou tu peux changer de voie, il n'y a pas trop de soucis. Donc je suis quand même plus pro d'entreprendre jeune aussi parce que tu as beaucoup moins ces barrières mentales qu'on se met nous-mêmes, tu vois, de se dire ah ouais mais j'ai un CDI, ah ouais mais j'ai mes enfants, ah ouais mais j'ai une dette sur le dos, ah ouais mais j'ai quand même mon poste il est pas si mal, je suis pas, enfin tu vois, c'est vraiment t'as hyper, enfin ce risque et moi la première, je pense que si j'avais vraiment eu un CDI et que j'avais dû partir, enfin j'aurais pas du tout eu les mêmes je me serais bloquée davantage. C'est exactement le point de vue que j'ai. Ouais, voilà. Il y a plein d'avantages, mais en même temps, moi, c'est tout ce que tu viens de dire, c'est tout ce qui fait me dire faut entreprendre jeune. C'est ça. Après, l'avantage d'entreprendre un peu plus tard, c'est que du coup, tu as quand même un réseau plus développé, surtout si tu restes dans le même domaine d'activité. Tu as des compétences. Tu as aussi des compétences différentes et tu peux aller les chercher. Tu as plus de chances d'en trouver dans ton réseau puisqu'il a été normalement puisqu'il est un peu plus étoffé. Tu as plus de maturité. Tu as plus de maturité et tu as plus d'argent. Souvent, tu as quand même un peu plus d'argent de côté. Et donc, mine de rien, c'est quand même plus facile.
mais encore une fois, tu as aussi tous ces trucs de tu es un peu enfermé dans ta prison dorée, tu as peut-être plus de dettes sur le dos aussi. C'est ce que j'allais dire, tu as peut-être plus d'argent, mais tu as peut-être plus aussi de dépenses. Parce qu'en tant qu'étudiant ou très jeune dans la vie active, on n'a quasiment aucune dépense, quoi. Si ce n'est un petit loyer, des courses. Et puis ça s'arrête là, quoi. Alors que quand tu commences à grandir, que tu as peut-être un enfant, que tu as peut-être un crédit pour la voiture, etc., bon, tu as beaucoup d'argent, enfin tu as plus d'argent, mais tu as beaucoup plus de dépenses aussi. Oui, et puis je pense qu'il y a tout un aspect moral et psychologique et social même, où finalement tous tes amis autour de toi socialement, tu vois, ils ont ils sont dans des situations qui sont assez stables. Donc toi, si tu commences à plus pouvoir sortir autant avec eux ou autre, ça devient plus compliqué. Et puis moralement aussi, te dire ok, je recommence tout. Et enfin voilà, je pense que psychologiquement, c'est pas pareil de se lancer. C'est vrai que ça, on l'a pas abordé, mais c'est vrai que le côté social de quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, où tu as un décalage, c'est ce que tu me disais, tu l'as un petit peu vécu aussi, où tu as un petit décalage, du coup forcément on va dire de train de vie et de revenus par rapport à tes amis. Que tu suis. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête quand on entreprend. Que peut-être qu'il y a quelques années, en tout cas au tout début, où il n'y aura pas le même train de vie, où il y aura un petit décalage avec tes amis, etc. Tu ne pourras pas autant sortir, autant partir en voyage, autant bouger, parce qu'eux, ils ont un CDI, une situation stable, des bons revenus, etc. Et que toi, peut-être que tu te rémunères pas. Et même quand tu entreprends plus tard, moi je connais des super entrepreneurs aussi qui avaient des super postes, tu vois, dans des grosses boîtes en France, et qui en fait leur niveau de vie a chuté énormément, mais ils le savaient quelque part, mais il y a le savoir et puis le vivre, et leur niveau de vie a chuté beaucoup quand ils se sont retrouvés dans l'entrepreneuriat. Et ça, pareil, mentalement, il faut aussi pouvoir le gérer, c'est pas les mêmes. Enfin voilà, c'est une autre organisation de vie aussi. Pendant un moment, l'idée c'est que ça dure le moins longtemps possible, mais c'est un moment à passer clairement. Et puis se priver et un peu mettre de côté son bon train de vie quand tu es jeune, c'est beaucoup plus facile. Pour le coup, s'il faut manger des pâtes tous les midis, non mais c'est vrai quand tu es jeune. Ça ne changera pas beaucoup leur. Non mais moi le premier. Leur menu, voilà. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins compliqué, alors que quand tu as connu un train de vie bien sain, avec des bons produits, etc., repasser à un truc un peu plus où il faut faire des concessions, c'est beaucoup plus dur, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça, chaque âge a ses avantages et ses inconvénients, mais... Très bien. Mais bon, de toute façon, tant qu'il y a de la volonté, de la motivation et une vraie réponse à un vrai problème, en général, faut y aller, quoi. Faut oser. C'est un très bon mot. Dernière question, est-ce que tu peux me dire pour toi ce que c'est l'entrepreneuriat en 3 mots? C'est des montagnes russes, ça c'est un mot collé. Ouais, je l'accepte. C'est des montagnes russes, mais du coup il y a aussi les hauts qui sont géniaux. Et bon, voilà, faut aimer. Il y a les bas où il faut avoir les épaules. Ouais, c'est des risques, dans le sens. Enfin voilà, faut aimer les risques. Et c'est de l'autonomie, je dirais. Tu vois, souvent on dit liberté. C'est pas vraiment vrai. La plupart des entrepreneurs sont attachés à la notion de liberté, clairement. Mais dans les faits, tu as quand même une boîte, enfin tu vois, tu es quand même attaché à une boîte quand tu des obligations. Commences à avoir des salariés, c'est ça. Tu as des obligations envers eux et tu es même enfin tu vois, à la limite, moi je connais des salariés qui sont bien plus libres finalement que moi parce que tu te sens redevable de plein de choses et qu'il te faut, enfin tu as cette pression de devoir développer ta boîte aussi parce qu'il faut que tu survives aussi et que tu vives. Donc je dirais autonomie, risque et montagne russe. Mais c'est plutôt positif. Enfin, on croirait que c'est 3 mots négatifs comme ça. J'allais dire, le verre, il n'est pas à moitié plein. Non, mais si, voilà, j'en rajoute un, c'est du bonheur alors. Ok, bon, trop bien. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir, merci à toi. Je mettrai les liens évidemment de ton site directement dans la description. Et puis hâte de voir le développement de Footprints. Écoute, on se donne rendez-vous dans quelques années du coup. C'est ça. Et puis nous, on se dit à très vite pour une nouvelle interview. Merci beaucoup.